Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture de 2 mois, même si c'est pas vraiment de 2 mois, hein, vous allez le voir. Je vais vous parler de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livres, mais la plupart c'est des suites, donc ça va être très rapide. Donc c'est l'intégralité des lectures que j'ai faites depuis le mois de juin, sachant qu'en juin je n'ai lu que 2 livres. Voilà, c'est pour vous dire à quel point je ne suis pas productive et que j'espère pouvoir me rattraper pour le mois d'août, hein, histoire de flatter mon petit ego de lectrice qui s'était remise à lire. Ce serait plutôt pas mal. Donc je vais déjà commencer par les mangas, hein, du coup, vu que comme vous le savez, je vous montre, mais et puis basta, parce que sinon c'est vrai qu'à chaque fois je répète tout le temps la même chose. Donc j'ai lu les tome 8 à 13 de Negima. Donc voilà. Donc moi du coup c'est des doubles volumes, mais du coup ça correspond à la fin du double tome 4 et au début du double tome numéro 7. Bon du coup j'ai pas sorti le 4, mais vous voyez le principe. Donc en gros, qu'est-ce que je peux quand même vous dire? J'aime bien quand même, hein, comme je vous l'avais dit. Même si tome... ouais, enfin... Ah, ouais. À partir du tome... Alors je me demande si ça serait pas à partir du tome 8, mais en tout cas à partir du tome 9. Pour vous expliquer dans les grandes lignes, hein, quand même, vous arrivez en fait avec la fête du campus en fait de Maora. Et j'avoue que je n'aime pas ce passage-là. Voilà, je le trouve long et pénible. Donc, pour tout vous dire, je crois, le double tome, je sais pas si c'est le 5 ou le 6, mais il y en a un des deux. Il y avait tellement de combats avec juste des explicatifs sur les techniques qu'ils utilisaient que j'ai lu avec les images. Voilà, en plus, vu que je connais déjà dans les grandes lignes, ça m'a pas tant gêné que ça, mais voilà. J'ai un peu triché, mais j'y peux rien, voilà. Ensuite, donc j'ai lu le tome 1 de The Curse de Marie Rudkowski. Rudkowski, c'est ça. Ça a été un gros coup de cœur pour moi. Donc celui-ci, je l'ai lu en juin. Je suis dégoûtée parce que j'ai pas le tome 2 et pas le tome 3. Donc c'est très dur pour moi d'attendre. Voilà. Donc pour vous parler quand même un peu de l'histoire, donc c'est l'histoire de Kestrel, donc je suppose cette demoiselle, si on en prend la couverture. Donc c'est la fille du plus célèbre général de l'Empire. Son père en fait veut faire d'elle une guerrière, sauf elle veut garder sa liberté. Et elle préfère très sincèrement la musique, contrairement au reste de son peuple qui ne comprend pas tout ce qui touche à l'art. Voilà. Elle fait partie d'un peuple qui a envahi un autre peuple. Et en fait, les siens, donc, ils aiment juste la guerre. Concrètement, ils aiment que ça. Et ils ont réduit en esclavage l'autre peuple. Ils ont très certainement des noms, mais ça va faire un mois que je l'ai lu et j'ai pas pris de note sur ça. Donc, désolé, hein. Et donc son père donc veut faire d'elle une grande guerrière donc pour être je suppose pour lui succéder je suppose, sauf que du coup elle ne veut pas, donc son père va littéralement lui poser un ultimatum, c'est-à-dire que même si elle a que 17 ans, son père lui laisse 2 ans pour faire son choix. Donc soit elle se marie et elle a la liberté, on va dire ça comme ça, soit elle... la liberté, oui et non, parce que du coup, elle sera, je pense, à part si elle a un bon mari qui est sympa, à mon avis, elle va surtout être dans un mariage où elle va se retrouver enfermée chez elle à ne plus pouvoir sortir. Ou soit, du coup, elle devient... elle intègre l'armée, en fait. Et donc, au début du livre, donc Kestrel avec sa meilleure amie, elles vont faire un tour dans les alentours du domaine, on va dire ça comme ça, et elles vont se retrouver à atterrir au marché d'esclaves, sachant que Kestrel, elle est contre l'esclavage, elle ne comprend pas, hein, c'est pour vous dire, et bien malgré elle, elle va se retrouver à acheter un esclave, donc Arin, qui va du coup la suivre tout au long
de l'aventure, donc je suppose pendant les 3 tomes. Hein. Donc Arin, pour vous expliquer, c'est un homme... ouais, enfin c'est un forgeron, enfin c'est le surnom qu'on lui a donné en tant qu'esclave. Et du coup je pense que c'est en grande partie pour ça, surtout que Kestrel l'a récupéré. Même s'il y a une autre raison, mais bon je vais pas trop en dire. Et en fait c'est un esclave, mais qui est vachement rebelle, il en a absolument rien à faire, enfin il est compliqué, et c'est pas un spoil vu que c'est très rapide, que ça se passe très rapidement, mais il se trouve que Arin est en fait quelqu'un qui n'est pas ce qu'il semble être, si je peux dire ça comme ça, sans spoil vraiment. Et du coup on va avoir toute une histoire de complot, et du coup de la vie de Kestrel, qui est, on va dire, l'équivalent de Lady Gaga chez elle. Parce qu'elle est très extravagante, on va dire, pour les coutumes, on va dire, des siens. Voilà, pour faire simple. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre, et j'espère pouvoir lire rapidement au moins le tome 2. Voilà, donc en plus la couverture, elle est super jolie, c'est super mignon. Ensuite, donc je vais vous parler des 2 tomes en même temps, hein, ce sera plus simple. Donc, si j'arrive à attraper le tome 2, badaboum, je fais tout tomber. Aïe aïe aïe. Donc, si j'arrive à attraper le tome 2, voilà. Donc, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Paranoia de Mélissa Belvigne. Je leur dis vite fait, mais j'avais déjà lu le tome 1, sauf que j'avais jamais vraiment eu le temps de lire le tome 2, sachant que j'avais adoré. Et de ce côté-là, mon avis n'a pas changé. Voilà, j'aime toujours autant, si ce n'est plus. Donc, on va suivre dans Paranoia, donc 2 femmes, si je peux dire ça comme ça. Donc on va suivre Judy, qui est une jeune femme qui a à peu près la vingtaine, ou qui va avoir 20 ans, je ne sais plus exactement, au début du tome 1. Donc cette jeune femme a été retrouvée laissée pour morte, si je peux dire ça comme ça, dans des ruelles à Londres. Et elle a été rapatriée très rapidement en France, où on a découvert qu'elle était enceinte en fait. Donc, on pense que mademoiselle a subi une agression, donc certes, vu qu'elle a été laissée pour morte, en plus d'un viol, et que du coup cet enfant en serait le fruit, si je puis dire ça comme ça, même si c'est un fruit pourri pour le coup, mais enfin bon voilà. Donc on va suivre Lisa, donc une jeune psy très très renommée, qui va du coup aider Judy en fait sur la demande d'un de ses confrères pour la maintenir en vie, elle et son bébé, parce que Judy est persuadée en fait que forcément qu'elle est enceinte de son violeur, et elle fait tout pour essayer de mettre fin à sa vie, pour le plus grand malheur de tout le monde, hein. Et en fait, petit à petit, elle va commencer à se confier à Lisa, chose qu'elle n'avait pas faite du tout avant son arrivée. Donc elle va tenir des propos assez incohérents, hein, vous l'imaginez bien. Et on va rapidement apprendre en fait qu'elle a un espèce d'ami imaginaire qui s'appelle Halloween, donc qui la suit depuis qu'elle est toute petite, enfin depuis aussi loin qu'elle s'en souvienne. Et du coup, on va retracer avec elle et Lisa ce qui l'a mené, on va dire, à à se faire agresser, tout le bazar. Et puis voilà. Je vais pas trop en dire plus parce que sinon ça reste du spoil. Mais j'avoue que j'ai surtout beaucoup aimé le tome 2, donc qui est juste ici. Parce que en gros, sans spoil, dans le tome 1 on vous dit des choses. Dans le tome 2, on vous dit les mêmes choses, mais d'un autre point de vue et d'une autre manière, comme si vous arriviez dans une réalité parallèle. Et l'épilogue, il m'a... voilà, j'ai même pas de mots pour ça. Mais je suis contente parce que j'avais fini le tome 1 en larmes, comme la première fois que je l'avais lu. Et le tome 2, je l'ai fini avec un énorme sourire, en fait.
Voilà. Et du coup, bah voilà, sachant que du coup, donc dans le tome 1, donc ça se finit évidemment à l'accouchement de Jodie, hein, c'est pas un spoil, ça on l'imagine bien. Et dans le tome 2, disons que quelqu'un va faire son apparition pour redonner une piste, on va dire, pour l'enquête, du coup, qui a été lancée pour l'agression de Jodie, pour faire simple, voilà. Hop. Ah, Saturne! Pas ma jambe, s'il te plaît. Désolée. Donc, ensuite, j'ai lu le tome 2 de Gardien des Cités Perdues, donc, qui est Exil. Voilà, il est très très joli. Donc, toujours en format de poche, hein, de Shannon Messenger. Donc, petit rappel pour le tome 1, si jamais certains d'entre vous ne connaissent pas. Donc, on suit Sophie, donc une jeune fille de 13-14 ans, je sais plus exactement, ou presque 13 ans. Enfin, elle est très jeune, hein, qui habite dans un monde comme le nôtre, en fait, où la magie n'existe pas, c'est que dans les films et les livres. Sauf que elle, depuis qu'elle est toute petite, elle a des dons de télépathe et elle entend constamment les pensées des autres au point où elle en a tout le temps la migraine. Ce qui est normal vu que en fait c'est comme si elle avait une télévision à côté d'elle constamment ouverte sur les pensées des autres sans pouvoir les bloquer puisqu'elle ne sait pas faire. Donc un jour, un garçon d'un an de plus qu'elle, il me semble, je sais même plus qui c'est qui vient la voir, mais bon on s'en fout. Du coup un jour un garçon d'à peu près son âge arrive. Et il va lui apprendre qu'en fait, elle est recherchée depuis 12 ans. Donc ouais, c'est ça, je crois qu'elle va sur ses 13 ans. Donc ça fait 12 ans qu'il la cherche et il lui apprend qu'elle est une elfe et qu'il faut absolument qu'elle vienne avec lui. Donc dans le tome 1, il se passe plein de choses. Et dans le tome 2, notamment, Comment dire ? Donc on continue avec l'intrigue hein, sur ses origines et tout le bazar. J'avoue que j'ai un peu moins aimé le côté... Enfin, en fait, si vous voulez, moi, ce qui m'avait surtout plu dans le tome 1, c'est qu'on apprenait tout en même temps qu'elle. Mais on finissait quand même par apprendre des choses, surtout à la fin, certes, mais on apprenait quand même des choses au fur et à mesure du livre. Et dans le tome 2, j'ai pas l'impression qu'on ait appris grand-chose, très sincèrement. Oui, on a vu qu'elle était badass et qu'elle avait pas forcément de limites, mais ça s'arrête un peu là. Et un nouveau personnage fait son arrivée donc dès le début du tome il me semble. Donc c'est cette chose, donc c'est une alicorne, donc une licorne Pégase qui s'appelle Sylvanie, je vais y arriver, avec qui Sophie lie des liens très très profonds et elles vont devenir grandes potes, on va dire ça comme ça. Sans spoil évidemment, hein, je vous donne juste une info comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, j'ai lu le tome 2 du Secret de Lomé, donc qui est l'Odyssée de Lomé, de Alexiane de Lys. Voilà, couverture toujours aussi jolie. Donc, pareil, petit rappel pour le tome 1, donc Lomé, donc, qui est une jeune fille de 17 ans, il me semble, ou de 16-17 ans, je sais plus exactement, mais c'est dans ces eaux-là, qui est totalement insupportable, égocentrique, tout ce que vous voulez, voilà. Et qui un jour, en fait, pendant une sortie scolaire, va tomber à travers la balustrade, en fait, d'une grotte, on va dire, au fond de laquelle il y a un lac assez profond. Elle va tomber dedans et quand elle va se réveiller, elle va réapparaître, on va dire, dans un autre monde, dans un lac pour le coup. Et elle va rapidement essayer de s'en sortir, de trouver des gens qui pourraient l'aider. Et elle va tomber sur un homme et une femme qui n'ont pas l'air très commodes. Elle va littéralement insulter la femme et se carapater très rapidement. Et elle va retrouver l'homme un peu plus loin qui va lui dire surtout ne t'approche pas des villages et des villes, sinon tu vas devenir esclave. Qu'est-ce qu'elle fait ? Eh ben elle s'approche des villages. Voilà, et elle finit esclave. Et du coup, elle va retrouver donc ce jeune homme un peu après, on va dire ça comme ça.
Et ensemble, ils vont tout faire pour qu'elle puisse retourner dans son pays d'origine, enfin dans son monde quoi. Et du coup, dans le tome 2, on va continuer dans cette quête pour rentrer chez elle. On va dire ça comme ça. Et je dirais, pendant le dernier tiers du livre, on en apprend énormément, que ce soit sur Lomé ou même une bonne partie en fait de l'histoire du monde, enfin de Balshanta du coup. Parce que il faut savoir que le roi de Balshanta donc a littéralement détruit tous les documents qui datent d'avant la grande invasion. La grande invasion c'est quoi? En fait vous avez deux peuples, donc les je sais plus, les fils et les filles de Tan et les Torgas. Donc les Torgas c'est les envahisseurs et les fils et filles de Tan c'est les gens comme vous et moi en fait, donc les esclaves, voilà, qui ont été envahis. Et pour une raison inconnue, tous les documents qui datent d'avant du coup la grande invasion ont totalement disparu, mais dans ce tome là on en apprend quand même plutôt pas mal par rapport aux peu de choses qu'on avait avant en fait, et c'est très très plaisant. J'ai hâte de lire le tome 3, ça je vous le dis tout de suite. Ensuite, j'ai lu le tome 1 des Descendants, donc de S.A. William, deux fils. C'est une amie à moi qui me l'a prêté, et elle m'a prêté du coup les 3 tomes, et j'ai adoré. Voilà, je vous le dis tout de suite, j'ai adoré. Donc on va suivre Keiwan et Matelio, donc c'est 2 orphelins qui ont été recueillis par le centre Echidna. Donc il faut savoir qu'ils sont pas vraiment frères de sang du coup, parce que Matelio est plus vieux de quelques mois et ils n'ont pas du tout les mêmes parents, mais ils ont toujours grandi ensemble en fait, et ils se considèrent comme frères du coup, donc on va dire que c'est des frères de cœur certes, mais des frères quand même. Donc il y en a un des deux qui ne peut pas brûler par le feu et l'autre qui ne peut pas se noyer. Donc à cause de ces capacités, évidemment, au centre, ils vont devenir rapidement des cobayes, hein, et ils vont passer toute leur enfance en fait à se faire, je dirais pas non plus torturer, mais à se faire trifouiller de partout avec des millions et des millions de tests pas possibles. Et du coup, aux 18 ans pardon, de Keiwan, ils peuvent enfin tous les deux s'en aller, même si Matelio aurait pu, mais il a préféré attendre son frère. Et du coup, ils vont tous les deux se retrouver à devoir en fait apprendre à vivre dans un monde qu'ils ne connaissent pas, puisqu'ils ont toujours connu que le centre. Donc forcément, ils ne savent pas vraiment ce que c'est que la vie en société. En société, je vais y arriver. Ils vont essayer de partir à la recherche de leur passé, on va dire, de leurs origines, voilà. J'avais plus le mot. Et rapidement, ils vont se rendre compte que ils habitent en fait, ils sont dans un monde où ils ne sont pas les seuls à avoir des drôles de capacités, puisque toutes les légendes qu'on connaît ont une part de réel, on va dire, ou en tout cas ont été inspirées de vraies choses. Donc vous pouvez trouver de tout dans ce monde, hein, aussi bien des loups-garous, des vampires, des zombies, qui n'ont pas l'appellation zombie, mais des zombies, et tout le bazar qui va avec. Et évidemment, ils vont tomber sur des gens qui font apparemment partie des gentils, si je peux dire ça comme ça, qui sont là en fait pour que les surnaturels puissent s'adapter au monde et puissent cohabiter avec les humains, si je peux dire ça comme ça. Donc cette société, c'est le Twig, donc TWIG, c'est des initiales, et ils vont du coup se faire aider par cette société, et en contrepartie ils vont les aider également pour se battre contre les Yang, je sais plus, mais contre les méchants en gros, enfin les méchants. Tout est une question de point de vue évidemment, mais vu ce qui nous est dit, c'est les méchants. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé, je pense me faire rapidement quand même au moins le tome 2 et le tome 3 aussi de préférence, histoire que je les ai lus avant la rentrée pour pouvoir les repasser à mon ami à la rentrée, ce serait plus pratique quand même je pense. Mais en tout cas j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 et le tome 3 du coup évidemment. Et pour finir, ça fait bébé, je sais, mais j'ai lu le tome 7 du journal de Gertie, donc qui est Le fantôme de Barbapuce.
de Bertrand Santini. Donc, petit rappel sur ce que c'est que le journal de Gertie, parce qu'il me semble que j'en avais parlé une fois, mais j'en suis pas sûre, donc au pire des cas, je vous le redis. Vous pouvez lire en fait les tomes dans n'importe quel ordre, donc vous voyez, il y en a quand même pas mal de sorties. Moi, il me semble qu'il m'en manque 2, donc les 2 derniers de sortie du coup. Mais en fait, vous pouvez les lire littéralement dans l'ordre que vous voulez, c'est pas vraiment numéroté. Moi, j'ai dit tome 7, mais parce que c'est le 7e à être paru, mais après, vous faites bien ce que vous voulez. Donc le journal de Gertie, donc c'est l'histoire de Gertie, donc cette petite chienne, qui nous conte en fait son journal donc dans ce livre. Donc c'est super mimi parce que vous avez des petits dessins à certains endroits, vous avez des endroits où ça change de police, etc. Et c'est vraiment un journal parce que vous avez la date et la Saint quelque chose du coup d'écrit, un peu comme si vous arrivez dans un mélange entre un calendrier et un journal intime. Et je trouve que c'est super bien fait et à mon avis ça doit bien fonctionner aussi auprès des enfants. Donc on suit Gertie en fait dans ses aventures dans la maison de campagne de son maître qui est à Aix-en-Provence en fait. Et pourquoi est-ce que vous n'êtes pas obligé de les lire dans l'ordre de parution? Pour la simple et bonne raison que au tout début de chaque tome en fait on va vous redire quelle odeur à la maison, pourquoi est-ce que telle personne a telle caractéristique, qui est telle personne, et puis de temps en temps, certes, vous allez avoir des petits clins d'œil sur ce qui s'est passé dans les autres tomes, mais dans celui-là, je crois pas qu'il y avait d'Astérix, mais dans les autres tomes, je sais que j'ai souvent croisé des Astérix en mode référence à, et vous mettez en fait lequel tome c'est. Donc en gros, c'était quand même vite fait expliquer ce que c'était, mais en gros, si vous voulez plus d'infos, il faut lire les autres tomes. Et je trouve ça cool quand même de pouvoir commencer avec n'importe lequel, parce que c'est vrai que si vous ne connaissez pas et que vous achetez par exemple le 5e qui est paru et qu'il n'est pas numéroté, mais qu'il faut absolument lire les 4 autres en premier, ça devient vite compliqué. Voilà. Donc ce mois-ci, j'ai pas non plus énormément lu, enfin ces 2 derniers mois du coup. Mais je trouve que c'est quand même pas mal pour quelqu'un qui n'a pas un nom en soi, non, parce que je m'étais quand même vachement bien remise à la lecture. Mais en gros, pour vous expliquer, à part le tome 1 de Paranoia et The Curse, j'ai pratiquement tout lu en une semaine. Voilà, donc je pense que aussi le fait que je sois en vacances, ça aide beaucoup parce que du coup, j'ai beaucoup plus de temps pour lire. Mais bon, écoutez, j'espère quand même pouvoir garder ce rythme, enfin peut-être pas non plus autant, mais un rythme comme ça jusqu'à la rentrée au moins, on va dire. Même s'il faudrait quand même que j'apprenne à faire des pauses parce que sinon ma tête elle va vite finir par faire non et partir en repos. Voilà. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Si vous connaissez certains des livres, n'hésitez pas à m'en faire part, à me donner vos avis, évidemment sans spoil, ce serait plus sympa pour les autres qui pourraient potentiellement lire les commentaires. Si vous avez des suggestions, c'est pareil, je suis preneuse, donnez-moi tout ce que vous voulez, je suis preneuse. Écoutez, je suis en train de vider petit à petit ma bibliothèque de tout ce que j'avais pas lu, donc je commence à être un peu en panne de livres. Voilà, donc donnez-moi des idées s'il vous plaît. Bon allez, je vais éviter de faire ma mendiante. Hein. J'ai rien contre les mendiants, mais je n'en suis pas une. Donc autant éviter de commencer à le devenir, surtout pour une histoire de lecture. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao.